Dans cette vidéo, je vais vous présenter le diagramme enthalpique d'un fluide frigorigène et le tracé du cycle, enfin l'allure du tracé du cycle. Alors, à quoi sert le diagramme enthalpique? Eh bien, le diagramme enthalpique, alors ici, le diagramme enthalpique pour corps pur et azéotropique. Donc, corps pur, ben voilà, c'est des éléments constitués d'une seule molécule. Et les mélanges azéotropiques sont des mélanges de plusieurs fluides frigorigènes qui vont se comporter comme un corps pur. Ils sont assez faciles à reconnaître par leur nom. Tous les R500 quelque chose, 507, 510, etc., sont des mélanges azéotropiques et ils se comportent du point de vue thermodynamique comme des corps purs. Alors, le diagramme enthalpique, à quoi ça peut servir? Eh bien, déjà, une première chose, ça sert à représenter les transformations du fluide lors du cycle frigorifique. Donc, on va pouvoir voir sur un cycle monoétagé la compression, la condensation, la détente et l'évaporation et autres surchauffe et surfroidissement. On peut aussi, grâce au diagramme enthalpique, eh bien, quantifier un certain nombre de choses, le travail du compresseur, les échanges au niveau des échangeurs de chaleur, les puissances de ces échangeurs. On peut aussi calculer, et c'est là l'intérêt, le coefficient de performance de l'installation quand elle est utilisée en chauffage, mais aussi l'EER quand elle est utilisée en réfrigération. Voilà, et on peut aussi trouver des axes d'amélioration, par exemple sur un système, ou aussi on peut voir si tel ou tel fluide est bien adapté à l'installation qu'on est en train d'étudier. Alors, de quoi est constitué le diagramme enthalpique? J'ai fait une liste de toutes les courbes, on va dire. Alors, vous verrez, elles ne seront pas toutes courbes, mais on verra un petit peu tous les éléments qui constituent le diagramme que vous voyez ici. Là, c'était le diagramme du R134A, donc qui est un corps pur. Alors, je commence par la courbe de saturation liquide. Alors, la courbe de saturation liquide que vous voyez apparaître ici en rouge, elle définit une frontière. Donc, à gauche de cette courbe, le liquide est sous-refroidi, c'est-à-dire qu'il a une température inférieure à sa température de saturation. Et à droite de cette courbe, le fluide est saturé, c'est-à-dire qu'il y a les deux états en présence, l'état liquide et l'état vapeur. Alors, sur la courbe de saturation du côté liquide, saturation liquide, il y a même pas du tout de vapeur, mais il va y en avoir tout de suite après. Donc, sur la courbe, on est à 100% liquide, mais à la température de changement d'état. On a la même chose de l'autre côté, qui est la courbe de saturation vapeur. Donc, vous voyez que ça forme une cloche. Et là, on a la frontière entre le fluide saturé, donc liquide plus vapeur, et la vapeur qu'on dit surchauffée. Alors, sur la courbe violette, ici, eh bien, il n'y a plus du tout de liquide, mais on est encore à la température de changement d'état. Dès qu'on va passer à droite, la vapeur, donc il n'y aura plus du tout de liquide, bien sûr, et la vapeur sera considérée comme surchauffée. Donc voilà, il est important de reconnaître sur ce diagramme les trois états de votre fluide. Donc à gauche, liquide, sous-refroidi, à droite, vapeur surchauffée, et dans la courbe de saturation, y compris avec les deux courbes, eh bien, le fluide est saturé, avec plus ou moins de vapeur ou plus ou moins de liquide. Alors, j'aurais dû peut-être commencer par là. Les deux axes du diagramme sont en abscisse, eh bien, c'est l'enthalpie, donc c'est la chaleur contenue dans le fluide, donc qui est rapportée au kilogramme de fluide, donc l'enthalpie exprimée en kilojoules par kilogramme. Et en ordonnée, nous avons la pression absolue, mais avec une échelle qu'on appelle une échelle logarithmique, avec des écarts qui sont différents selon le niveau de pression dans lequel on est. Donc par exemple, la première courbe que je vais vous montrer, donc ça se décompose en 3 temps. C'est la courbe isotherme, donc c'est la courbe à égale température. Donc sur cette courbe qui se dessine actuellement, la température n'a pas varié. Même si la pression a varié, même si l'enthalpie a varié,
Ici, le long de cette courbe, on est sur ce qu'on appelle une isotherme. C'est une isotherme, c'est l'isotherme ici 50 degrés. Vous pouvez lire sa valeur ici, ou là, selon les fluides frigorigènes. Donc là, si j'ai un point situé sur cette ligne, ce point sera à 50 degrés. Nous avons ici l'isobar qui se dessine en bleu. L'isobar, c'est la courbe, alors vous voyez, c'est une droite à pression constante. Donc là, le long de cette ligne isobar, eh bien, la pression n'a pas varié. Ici, nous sommes sur l'isobar 3 bars. Je vous rappelle, 3 bars absolus. Nous avons les isenthalpes, donc là, c'est enthalpie constante, donc qui se traduit par une verticale. Nous avons les isocores. Alors là, elles n'apparaissent que dans la zone vapeur surchauffée, mais en réalité, on aurait pu les faire apparaître depuis l'état saturé. Alors l'isocore, ça représente le volume constant ou le volume massique constant, et la lecture se fait ici. Donc nous sommes entre 0,1 et 0,15 m3 par kilogramme. C'est donc un volume massique. Nous avons ici l'isotitre. Alors le titre, c'est le pourcentage de vapeur dans le mélange. Donc les isotitres n'existent bien sûr que dans la cloche ici, avec les graduations qui sont situées ici. Elles sont notées, donc là vous avez l'isotitre 0 en rouge, hein, elle n'est pas marquée, 0,1, 0,2, etc., jusqu'à l'isotitre 1 ici en violet, qui représente si on multiplie par 100, ça nous donne le pourcentage de vapeur dans le mélange. Donc ici, la ligne rouge, 0% de vapeur, et la ligne violette, 100% de vapeur, et entre les deux, tous les titres qui vont varier, hein, donc toutes les proportions de vapeur qui vont varier. Et une dernière ligne que je ne vous ai pas encore présentée, c'est l'isentrope ou l'adiabate, qui nous servira à modéliser en fait la compression parfaite d'un fluide frigorigène. Ça nous servira donc à dessiner la compression qu'au départ on considérera parfaite, mais qui ne l'est pas en réalité, bien sûr. Donc voilà pour les différentes courbes que je vais donc faire disparaître. Et je vais vous montrer maintenant un cycle monoétagé, un cycle classique. Je fais apparaître ici le circuit sur lequel nous retrouvons les éléments principaux, le compresseur, ici le condenseur, l'évaporateur, le détendeur, ainsi que des éléments annexes, allons-nous dire, donc un réservoir, un déshydrateur, un voyant, une électrovanne. Regardons le circuit, comment ça va se passer au niveau du tracé. Donc là, je vais lancer l'animation. Donc entre 1 et 2, nous avons la compression, la désurchauffe des fluides, suivi de la condensation. Ensuite, le surfroidissement, jusqu'à atteindre la détente. Donc la détente se fait de cette façon. Et ensuite, l'évaporation jusqu'à la fin ici. Et le fluide se surchauffe pour finalement revenir au point 1 et donc créer un cycle. Alors, si on regarde de plus près ces évolutions, donc entre 1 et 2, je vous ai parlé de la compression. Ici, elle est représentée comme une compression idéale, ce qui n'est pas le cas. En réalité, le point 2 sera plus sur la droite, mais ça, c'est l'objet d'une étude ultérieure. Entre 2 et 3, nous avons affaire à 3 changements d'état en fait différents. Vous avez la désurchauffe qui correspond au refroidissement des vapeurs surchauffées qui sortent du compresseur. Quand on commence ici à voir apparaître du liquide, jusque-là, donc c'est bien la condensation. Et le liquide, si on continue de le refroidir, on arrive au point 3. Donc cette petite zone ici, c'est le surfroidissement. À partir de 3 jusqu'à 4, c'est ce qu'on appelle la détente. Et vous voyez que la détente est isenthalpique, c'est-à-dire à enthalpie constante. Il n'y a pas d'apport ni de retrait de chaleur entre 3 et 4. C'est ce qui se passe ici au niveau du détendeur. Et à partir du point 4, vous voyez que le fluide est déjà, et sur ce cycle ici, il est déjà à 30% de vapeur. Donc on a encore 70% de liquide à évaporer. C'est ce qui va se passer à partir du point 4. Donc là, on est dans l'évaporateur. Le fluide s'évapore donc en absorbant de la chaleur dans le milieu où il est placé. Ici, là, nous avons la fin de l'évaporation, c'est-à-dire la dernière goutte de liquide a fini de s'évaporer.
et le fluide va se surchauffer jusqu'à revenir au point d'aspiration. Donc voici pour le tracé du cycle sur le diagramme. Maintenant, en connaissant les différentes enthalpies aux différents points, les différents écarts d'enthalpie, nous pourrons calculer un certain nombre d'éléments comme les puissances, pour peu qu'on connaisse des choses sur le compresseur, sa cylindrée ou son volume balayé, eh bien nous pouvons calculer les différentes puissances échangées lors de ce cycle.